si tu veux, on arrive à la finale. Moi, mon but de ce week-end-là, c'est de pousser tout le monde pour que Jason gagne, en fait. Parce que Jason est devant moi au championnat au début de la finale, hein, Ok. au début de ce week-end. Et moi, mon but, c'est de pousser tout le monde et de faire de la place, en fait, pour que Jason gagne le championnat. Donc jusqu'à la dernière manche, Jason est devant toi. Non, en fait, on s'est changé un petit peu, là. On était 1-2, 1-2, 1-2, mais quand on arrive, en tout cas, à Bordeaux, à Mérignac, Jason est devant. Et la stratégie, en tout cas, c'est établi, quoi. C'est moi qui fait de la place pour Jason et qui fait tout ce que je peux, en fait, pour que Jason gagne. Et bon, bah voilà, ça se passe un peu différemment. Moi, je suis pas au courant. C'est-à-dire on termine la manche. Je termine en plus sur une casse, je crois. Et moi, j'ai pas compté les points, en fait, à aucun moment. Donc pour moi, dans ma tête, c'était Axel qui était premier, Jason deuxième et moi troisième. Et en fait, pas du tout, en fait. J'avais gagné avec 8 points d'avance. Et c'était une surprise absolue à ce moment-là. Alors j'étais content, mais si tu veux, moi j'ai un défaut, c'est que je suis très content d'avoir gagné le championnat de France. Et puis j'avais dit à Arnaud, quand j'ai commencé, donc mon premier mécano, qui m'a dit mais fais pas du drift, t'as pas les moyens et tu feras jamais rien là-dedans. Je lui avais dit j'arrête si dans 5 ans j'ai pas gagné au moins une fois le championnat. Donc la 5e année je l'ai eu, donc tu sais, il y avait une certaine satisfaction quand même de lui mettre ça dans la gueule. Mais je pense que ça a participé aussi à la suite où en fait ça t'enlève un objectif en fait. Tu vois, c'est quoi la suite? Donc c'était cool, par contre j'étais super heureux pour l'équipe. J'étais assez triste aussi quand même que Jason n'ait pas gagné parce que je sais que ses parents se butaient pour que ça le fasse. Mais voilà, on a fait la fête tous ensemble et c'était trop cool. Ah, génial, génial. Champion de France de drift 2021, c'est beau. Qui l'aurait cru, hein. Nous, on y croyait en tout cas. La suite. Moi, c'est Julien.com. Vous venez de lancer mon tout nouveau podcast, Garage.com. Garage.com, c'est le podcast des anecdotes automobiles. Pilotes, influenceurs, photographes, écrivains, découvrez les passionnantes aventures de nos invités, tous acteurs de leur passion pour les engins motorisés. Le podcast est également disponible en version audio seul sur toutes les plateformes de streaming. Après votre écoute que j'espère captivante, je vous invite à liker et laisser un commentaire. Vous pouvez également repartager, cela contribue énormément à la visibilité du podcast. Ah, une dernière chose, vous pouvez me suivre sur Instagram pour plus de contenu exclusif, #julien.com. Bon visionnage. 2022, 2022 c'est... je l'ai déjà dit, c'est ma pire année, je crois. Mais tout confondu, hein. 2022, ça se passe mal en fait dès le début, la voiture est casse sur casse. Nous, on pense identifier le problème lors de la première manche. T'es sur quoi comme voiture bon, là toujours la M3. Hein. Donc t'es toujours avec Banet? Ouais, toujours. Ouais. Ok. Mais bon, voilà, on nous dit c'est pas ça. Et puis en fait, toute l'année, j'ai quasi pas roulé, quoi. J'ai cassé des transmissions toute l'année. C'était super dur à vivre parce que quand tu viens de gagner, déjà, on t'attend un peu au tournant. C'était très frustrant parce qu'en fait, quand tu casses le vendredi matin et que tout le week-end, alors ça fait plaisir, on a vraiment beaucoup de monde qui venait nous voir. Des fois, il y avait je sais pas, 200 personnes qui faisaient la queue dans le paddock juste pour nous voir, quoi. C'était incroyable et d'un autre côté, c'était ultra dur parce que le premier qui te dit « Putain, c'est dommage, hein. Ça va. » Ouais. Et le 232e, ouais, c'est dommage. T'en peux plus, quoi. Ouais, j'imagine. Ça, c'est pareil, tu vois, mais on aime bien se chambrer, on le fait en vidéo et donc c'est normal. Mais voilà, t'as plein de gens qui venaient et qui disaient « Bah alors, t'as encore tout pété » ou des trucs comme ça. Et tu sais que t'es pas responsable, machin, et puis au bout d'un moment, bon, la saison avance, et puis voilà, mon mécano me répétait, mais je sais que c'est ça, mais je sais que c'est ça. Et puis on commençait à me dire des trucs, tu vois, t'as les gens qui... Quand ça se passe mal, en fait, les gens, ils y participent un peu, ils appuient. Voilà, bon. Super dur cette saison. Vraiment, je me souviens de... Le résumé de cette saison, c'est le matin chez moi avant de partir pour la finale, où je me réveille avant tout le monde et je me mets à chialer comme une merde devant ma machine à café, quoi. Parce que je sais le week-end que je vais me taper. Et puis c'est vraiment dur, quoi, à endurer parce que ça te coûte cher. Ça coûte cher financièrement, mais aussi
bah, mentalement, ça t'use. Vraiment, ça t'use. Quand tu as du monde sur les réseaux, c'est encore pire parce que le briseur de cardan, le machin, tu vois, c'est rigolo, mais en vrai, c'est répétitif, ça dure une saison entière. Ça m'a suivi d'ailleurs. Hein. T'emmènes tes potes dans cette histoire. Tes potes, ils le vivent très mal aussi. Et tes potes, ils ont des interprétations qui leur sont propres aussi et qui te donnent et qui te rendent méfiant sur des choses et machin. Et moi, je fais pas ça pour ça, quoi. Donc, vraiment, ça résume bien la saison. Et donc, on fait cette finale et puis, je casse dès le matin. Je roule pas, évidemment, comme d'hab. Et puis, une fois que c'est tout cassé, on me dit, en fait, c'était bien ça. Et là, tu as plein de trucs qui se passent dans ta tête. Alors, ça peut être comme ça, en fait. Mais tu commences à te dire, c'était peut-être fait exprès, ou tu sais, c'est nul. C'est nul, au final, tu le sauras jamais, de toute façon. Ouais. Et bon, voilà, ça se finit un peu comme ça. Il y avait, pendant toute la saison, en fait, ça s'est fait progressivement, mais il y a une espèce de séparation qui se faisait entre, tu vois, depuis le début, c'était vraiment Bon Espoir Switch Riders. Et pendant toute cette saison, il y a je sais pas si c'est les circonstances qui ont fait des tensions et qui ont fait que. Parce que peut-être que mes potes devenaient peut-être parano, méfiants, je sais pas. Et donc ça se ressentait, ou peut-être l'inverse. On saura pas, tu vois. Mais il y a eu une séparation qui s'est faite un peu progressivement à finalement, genre avoir chacun son frigo. Enfin, tu vois, des petits détails à la con. Non, mais c'est des trucs à la con, c'est rien. Des fois, tu dis, on va prendre un frigo en plus parce que c'est chiant, on n'a plus de Red Bull. Enfin, tu vois, ça peut être rien quand tout se passe bien. Et quand ça se passe mal, ça participe à mettre une ambiance un peu spéciale. C'est que des petites choses. Okay. Et cette saison, ça a été ça, et puis jusqu'à la fin, et puis ça s'est mal passé à la fin, quoi. Alors après, il y a le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, là, quand c'est comme ça. Alors, encore plus, dans mon cas, forcément. Et tout ce que tu peux dire peut être très amplifié, très interprété, puis quand ça revient aux oreilles des intéressés, c'est très offensant. Tu vois, je me rappelle avoir fait une vidéo où je disais, c'était la pire saison de ma vie. Et ça, ils l'ont très mal pris. Pourtant, j'avais quand même précisé que c'était pas de leur faute, mais c'était un fait, quoi. Vraiment, c'était la pire saison de ma vie. Et ils l'ont très mal pris. Et puis, voilà, tu vois, des petites choses comme ça qui s'enchaînent. Et puis, et puis voilà. Ça s'est terminé un petit peu comme ça. Fin de la collaboration. Ouais, fin de la collaboration. Pas dans les meilleures conditions. En fait, j'ai beaucoup regretté qu'on ne soit pas arrêté sur le succès de 2021. Parce que Jason était vraiment, moi je le considère vraiment comme un petit frère. Et ça a un petit peu brisé ça, quoi. Donc c'est dommage. C'est une bonne leçon par contre, parce que j'aurais dû écouter ma copine de l'époque, qui m'avait dit, il faut que ça s'arrête là-dessus. Ça a participé, d'ailleurs on s'est séparés cette année-là. Hein. Ouais. La totale. Forcément, il y a tout, quand ça se passe comme ça, il y a tout qui implose. Hein. Ouais. Donc, il y avait d'autres raisons, il y en avait plein, mais voilà. Et ta relation avec Jason maintenant ? Elle est nulle, on va pas se mentir. Moi, elle me fait chier, elle est nulle. On se voit, on se dit bonjour, voilà. Pas d'animosité. Chaque championnat qui gagne, je lui renvoie un message et je lui dis que je suis très fier de lui, parce que c'est le cas. Moi, je suis très fier de ce qu'il fait, parce que je me rappellerai toujours les fois où je lui ai dit, mais un jour, tu vas exploser sur les réseaux et tu vas gagner des championnats. Et lui, il y croyait pas, quoi. Parce que c'est quand même pas quelqu'un qui a un but de lui-même du tout. Il avait, maintenant, c'est vrai qu'on se côtoie moins, mais pas vraiment confiance en lui. Tu vois, on voit. Il transparaît vraiment l'opposé. Hein. Enfin, c'est fou. Hein. Et moi, je l'interprète pas comme ça quand je le vois. Hein. C'est souvent le cas. Hein. C'est souvent le cas. Et je connais pas mal de gens qui donnent cette impression-là. Et c'est souvent parce qu'ils sont vraiment à l'inverse. Donc, ils se mettent un peu dans un rôle publiquement. Et ça donne vraiment cette impression. Mais Jason a toujours été quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui et qui était très timide. Donc, non, il a toujours son petit message, voilà, quand il gagne un championnat, parce que, il en a quand même gagné 2, donc ça fait 2 messages, c'est pas mal. Mais, ça s'arrête là, quoi. Vous avez fait des battles ensemble depuis ? Non, je crois qu'on n'a même pas eu l'occasion. Okay. Mais si c'était arrivé, ça aurait été des battles très cool. Hein. Bon, on n'est plus vraiment à armes égales, donc il aurait certainement gagné aujourd'hui, mais j'aurais perdu avec plaisir. 2023, tu fais quoi ? Il s'est passé tout l'hiver où remise en question, quoi. Mais même pas, c'est ça le pire. C'est que vraiment, rien. Voilà. Hibernation. Rien. Dès que j'ai envie de faire un truc, le lendemain, j'ai plus envie. Ça, c'est la déprime. Période de merde. C'est la déprime, ça. Ouais, voilà, période de merde. Oui, mais c'est normal, tu sais, quand tu vas vite là, tu redescends encore plus vite, hein, c'est comme ça. Ouais.
Et puis bah, les circonstances ont fait que c'était pas une période agréable. Donc non, l'hiver 2023, 2022, 2023 est très merdique. J'envisage de rouler en 2023 avec la Supra. J'ai à peu près tout ce qu'il faut pour. Hein. Les sponsors sont toujours là. Il y a du boulot sur la caisse, mais tout L'éternel le monde est un peu motivé. l'éternel problème de la Supra, le moteur, les watts. Bah non, on a un cassé qu'un de moteur. Hein. Non, le problème de la Supra, c'est toujours pareil. Si tu veux, le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand tu veux aller vite, il faut beaucoup de grip. Donc, il faut des chevaux. Donc, entre les deux, il y a la transmise. Et là, l'éternel problème, c'est le budget, quoi. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Voilà. Donc, et puis, bon, en fait, j'aurais pu, hein, si j'avais voulu aller chercher le budget, les sponsors en plus qui manquaient pour. Mais j'avais pas envie, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais pas envie. J'ai reporté le truc jusqu'au bout, jusqu'à ce que le CFD annonce la liste des pilotes et que je sois pas dedans. Alors là, ça a mis un bordel, mais pas possible. Ils m'ont appelé pour me dire, s'il te plaît, Jérém, fais quelque chose, fais un communiqué, dis quelque chose. Parce que. Dis que c'est pas de notre faute, quoi. Ouais, ils ont supprimé en fait la publication 2 fois parce que c'était un carnage dans les commentaires et tout. Et là, j'étais en tournage à Paris et je me rappelle prendre mon téléphone et marcher à la pause, tu veux, dans la forêt. Je sais plus de quelle forêt c'était. Je tape ma vidéo, je crois que je fais un face cam de 50 minutes tout seul dans la forêt où j'explique pourquoi je suis pas là, pourquoi j'ai pas envie. En vrai, ça m'a fait du bien parce que je savais pas comment le dire et là, j'ai pas eu le choix. Donc, les réactions ont été super bienveillantes. Ça a été un petit peu un point final, cette vidéo-là. Parce qu'après celle-là, il n'y en a pas eu pendant quasi un an. Et là, j'ai fait une année de cascade, de cinéma, d'aller voir un petit peu autre chose, de grip aussi, pas mal de circuits. Oui, c'est là où il y a où tu as fait de la monoplace. Ouais, j'ai fait de la monoplace, j'ai fait de l'endurance en proto. Ok. J'ai fait de la monoplace historique, la Formule Ford. J'ai fait pas mal de trucs différents. Je voulais voir. 2022, c'était vraiment une année où alors. Je m'étais dit aussi que c'était à cause du mood que j'avais perçu ça, mais 2022, c'est vraiment une année où j'ai vu le drift changer un petit peu, où j'ai vu un peu trop vu le côté, j'ai envie de dire pay to win, mais c'est un peu violent. Mais c'est pas si faux. J'ai commencé à voir un petit peu le fossé entre les mecs qui étaient ultra passionnés et qui venaient un petit peu avec leur bite et leur couteau. Il y en a toujours eu. Et ceux qui avaient des moyens importants, plus importants en tout cas, et qui commençaient à avoir une approche vachement différente, en fait. Tout le monde a toujours eu des approches plus ou moins différentes, tout le monde a toujours eu des moyens plus ou moins différents, mais là, vraiment, il y a une scission, ça s'est coupé en deux, et il y a un fossé qui a commencé à se créer. Et je l'ai dit, puis à l'époque, on m'a dit que bon, c'était parce que moi, j'avais passé de mauvaises années, que j'étais un peu égoïste, et puis au final, je voulais bien l'entendre parce que c'était possible. Mais je voulais aller voir comment c'était dans les autres disciplines. Et je me suis vite rendu compte que l'ambiance était beaucoup plus ressemblante au drift de 2016, 18, 19. Dans des disciplines où pour moi tout le monde se la pétait et personne ne se parlait, que dans le drift quoi. Oui. Et c'est là où je me suis dit, bon j'ai bien fait de me tirer, parce que ça me correspondait plus. Et j'ai passé une année super à faire plein de cascades pour des films, des séries et tout. C'était génial, je fais des tonneaux. T'as tourné dans quoi comme série par exemple? La plus importante que j'ai fait c'est Walking Dead, ouais. Et Walking Dead, c'est génial parce que t'as beaucoup de voitures, t'as beaucoup de motos, t'as des bagarres avec des zombies, t'as des décors de fous furieux. C'était fabuleux, vraiment. C'était une année de fou grâce à Sébastien Foissier, qui fait du drift aussi d'ailleurs, Ah oui. et qui est coordinateur de cascade, qui a fait pas mal de vidéos avec Pog, il a fait le gumball avec lui et tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Ok. Et c'est grâce à Seb que je fais des cascades dans le cinéma. Ouais, génial. Pour revenir sur le sujet championnat de France de drift, moi je pense que l'erreur du championnat de France de drift en ce moment, ou ces dernières années, c'est de ne pas mettre de limites. Ou en tout cas, les limites sont beaucoup trop hautes. S'il y avait, comme en loisir, après je ne sais pas en pro, mais il y a certainement une taille de pneu maximum, qui avait un rapport poids-puissance maximum, plutôt que parler de puissance pure, en fait, qui permettrait de canaliser un petit peu la débauche de moyens, et ben, ça remettrait un petit peu d'ordre et d'équité, en fait. Et aujourd'hui, tu vois des voitures qui font 1200 chevaux, qui coûtent 150 000 balles, et tu vois des gens, notamment comme toi, avec des voitures de 500 chevaux, qui font ce qu'ils peuvent, ou Jordan, par exemple, mais juste par manque de moyens, même pas par manque de talent, en fait, ne peuvent même pas viser un podium. C'est impossible. Et ça, c'est dommage. Ce qu'on te répondrait, c'est que... Alors, il y a une taille de pneu. Hein. Limite, c'est 2,65-18 en pro. Ok. Le fait est que c'est une règle qui est ancienne, en fait.
Entre-temps, les pneus ont évolué. Et alors, je suis extrêmement mal placé pour le dire. C'est-à-dire que là, je vais me battre contre moi-même quand je vais te dire ça. Avec Zeknova, on a développé un pneu qui est le JR, donc JR 500, JR 800, qui est devenu un des meilleurs pneus du marché, et si c'est pas le meilleur, pour offrir le plus de grip possible aux voitures de drift, pour avoir une performance de fou. Il faut savoir que quand cette règle a commencé, le 265-18, quand on a mis ça, ça n'existait pas. On avait des semi-slicks qui étaient quasi des pneus routiers, quoi. C'était 800 chevaux, tu patinais presque sur place, tu vois, tu n'avais pas d'intérêt. Là, aujourd'hui, les pneus sont arrivés à un tel niveau que cette règle-là, elle est obsolète. En fait, si on voulait garder la mesure qu'on avait imposée avec cette taille de pneus, il aurait fallu descendre à 2,45 et encore. Vraiment, on irait tellement plus vite aujourd'hui en 2,45 avec ces pneus-là qu'il y a 5-6 ans avec les pneus qu'on avait en 2,65. C'est juste pas comparable. Et le problème du championnat, je crois, c'est de vouloir aller trop vite, trop fort en ce moment. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de com, très peu, pendant très longtemps. Ils ont vu que ça marchait, ils se sont mis à en faire à outrance, et sans mesure, en fait. C'est trop, et c'est pas assez... tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça peut faire de la quantité, certes, mais ça marque pas. Ça communique moins la passion, en fait. Quand je vois, alors, c'est pas une critique envers la personne, si tu veux, mais quand je vois que l'ambassadeur du championnat, c'est un mec qui fait pas de drift. Alors ça, mais je comprends pas. Non, mais sincèrement, je comprends pas. Moi, je comprends pas, et je l'ai dit à la première manche. Je suis allé voir Armand, et je lui ai dit, mais est-ce que vraiment, pour vous, c'est l'image du drift? Je comprends, il n'y a pas de problème, je pose juste la question, quoi. Est-ce que pour vous, ça représente ce qu'est le drift? Parce qu'un ambassadeur, c'est quand même son taf. Bon, mais encore une fois, c'est pas une attaque personnelle, c'est simplement que je crois pas que ce soit le cas. Et tout a été un petit peu comme ça, si tu veux. On a fait des choses pour qu'il y ait plus de public. Tu vois, Croix en Terre Noire, on va pas se mentir, il faut être objectif. On rajoute 2 clips dans la ligne droite pour pouvoir mettre plus de public. On n'enlève pas du public aux endroits qui sont dangereux à cause des bacs à gravier. À la place, on met des murs. Tant pis pour les pilotes, mais on va rentrer plus de public. Et c'est une approche qui est très business. C'est une approche qui est à mon avis, peut-être efficace à très court terme. Mais à long terme, pour moi, c'est destructeur. Et ça marche pour tout, pour le côté sportif et pour le côté business. Sur le côté sportif, ils ont été... Allez, je vais être sympa et je vais dire timide. Ça fait 2-3 ans que je dis, les gars, il faut faire quelque chose pour les pneus. Des Valino RS, des Zeknova GR800, on va tuer notre sport parce qu'on est en train de le rendre absolument inaccessible. On est en train de montrer un côté qui est beaucoup trop proche du sport automobile qu'on a fui en venant dans le drift. L'accessibilité, on est en facilité. train c'est ça, et on est en train d'arrêter de créer des passions en fait. Et je me suis fait envoyer chier systématiquement. Je trouve que là, il y a quelques jours, on a vu apparaître un petit poste du championnat de France qui interdit ces pneus-là. Bon, c'est bien, c'est un peu tard en fait. C'est beaucoup trop tard. C'est comme séparer les pros des élites et faire un escalier, loisir, pro, élite. Bon, bah finalement, on supprime le loisir. Les pros, on les met en 2,45. Bon, c'est pas suffisant, je trouve. Et c'est très souvent ça, en fait. C'est très souvent pas suffisant. C'est timide. On m'a dit souvent, bah, nous, on se calque sur le Drift Master. Mais en fait, remettons-nous à notre place. On n'est pas le Drift Master. On est le championnat de France. On est une marche vers le Drift Master. Et on doit rester une marche. On ne doit pas être l'équivalent. Parce que sinon, en fait, au bout d'un moment, plus la marche est haute, moins les gens, ils la montent, en fait, tout simplement. Et on crée une espèce de clivage et on se retrouve dans ce qui est arrivé au rallye, dans ce qui est arrivé à plein de disciplines, qu'on a critiqué en plus pendant si longtemps. C'est un peu dommage. Et tout ce qui a pu se passer, c'est un petit peu à l'image de tout ça, en fait. C'est que c'est un espèce d'emballement. Alors, nous, on l'a connu avec le stunt, ça. Et c'est ça qui est très frustrant, par contre. C'est ultra frustrant parce qu'on a connu tout ça avec le stunt. C'est monté très vite. Ça s'est cassé la gueule parce que c'est monté trop vite. Et que on n'a pas su le gérer, faut le dire. Et là, on assiste un petit peu à la même chose. Et on se sent un peu impuissant, quoi. En toute objectivité, si tu choisis pas de camp, parce que moi je m'en fous, je choisis pas de camp ni rien, j'essaie d'être objectif. Tu vois les autres personnalités, Instagrammeurs, YouTubeurs, qui partagent un petit peu du contenu drift qui évolue dans le championnat de France de drift. Dès qu'ils partent
ailleurs, dès qu'ils partent en Irlande, dès qu'ils partent en Angleterre, dès qu'ils partent en Espagne, en Italie, en Pologne, t'as l'impression que les mecs redécouvrent la passion. Ça leur remet la pêche pour 3 mois, le temps qu'ils y retournent. Donc, ils reviennent, ils font des vidéos de malades, ils kiffent leur vie, ils retrouvent la passion, ils reviennent blindés, mentalement, ils sont rechargés à fond. Ils font 2 manches de drift, ils sont au fond du caisson, ils remettent tout en cause. Ils repartent là-bas faire un truc, ils se rappellent que c'est ça la passion. Et c'est là où tu te dis, en fait, il y a un gros problème. Alors, c'est soit les gens se mettent trop la pression avec ce championnat, soit le championnat en c'est lui-même normal. angoisse les gens, quoi. C'est normal. On a créé ce fossé. Et le fossé, il existe aujourd'hui au championnat. C'est-à-dire qu'en fait, ces mecs-là, donc ils sont pas beaucoup à pouvoir aller au Drift Master 1. Il y en a pas eu beaucoup. Il y a Axel qui a été un précurseur. Axel qui a, pour moi, bien plus que le niveau. Axel, c'est un des meilleurs pilotes que je connaisse. Malheureusement, pas assez de moyens. Petit aparté, juste Axel, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il est capable d'exploits. Et c'est ça où tu te dis, putain, lui, s'il y a un moment, il y a un truc, mais il faut que ça soit un exploit. Et tu dis, il va pouvoir le faire. Et des fois, il a 2 doigts de faire l'exploit vraiment, tu vois. Et c'est vraiment phénoménal. Et je pense qu'il y en a très peu qui sont comme ça. Mais pourquoi ? Ça illustre vraiment ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que quand tu as du talent, mais que tu as peu de moyens, tu vas pouvoir faire des choses. Tu vas pouvoir faire des coups d'éclat. C'est-à-dire que 2018, je vais en finale du CFD avec la Skyline, parce que le tracé s'y prête, parce que les circonstances s'y prêtent. Et ça arrive. J'ai pas du tout ce qu'il faut pour gagner un championnat cette année-là. Cette année, Axel va à Calmont avec une paire de pneus Michelin et une S13 malade. Il fait un coup d'éclat. Phénoménal. Mais cette voiture-là, même avec ce pilote-là, tu l'aurais mise à Croix-en-Ternois ou à Val de Vienne, il se passait rien. Ouais. Donc c'est pour ça que, bon voilà, après, t'en as beaucoup qui en ont profité pour dire, ah bah voilà, comme quoi, faut pas des pneus de fou et une voiture qui a des chevaux. Bon, ouais. Un peu d'objectivité, ça serait pas mal, mais c'est pas le sujet. Si tu veux, c'est du moment où tu as le talent et un petit peu de moyens, tu vas être capable de coups d'éclat. Tu vas être capable de faire quelque chose d'incroyable parce que tu as le talent et que les circonstances s'y sont prêtées et que tu as su saisir le truc, en fait. Mais pour que ça marche dans la durée, pour gagner des championnats, pour faire le poids quand tu vas au plus haut niveau, là, tu as besoin de moyens en plus du talent. C'est-à-dire qu'on est à un niveau où l'un sans l'autre ne fonctionnera pas. Il faut absolument qu'il y ait les deux. Axel a fait le Drift Master, il n'avait pas forcément assez de moyens, il en a engagé quand même pas mal, hein. Mais je sais même sûr, il n'avait pas assez de moyens pour être performant comme il l'aurait dû l'être par rapport à son niveau technique. Jason a roulé au Drift Master et le temps de s'y faire quelques fois, mais il a quand même super bien roulé. Voilà, petit à petit, ça va de mieux en mieux. Et il y en a quelques-uns qui sont allés rouler, mais ils sont très peu à y aller. Et ces mecs-là, quand ils se retrouvent au championnat de France, ils sont de l'autre côté du fossé qui les sépare des mecs qui ont vachement moins de moyens. Et donc en fait, ils se font chier. C'est les mecs qui sont aux premières places en général. Enfin, même tout le temps d'ailleurs, c'est même une certitude. Et effectivement, ça enlève de la motive. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es chez toi, tu gagnes tout, et dès que tu sors de chez toi, tu te fais laminer. Donc ça te redonne un objectif, ça te remotive, et tu te dis, ok, je vais y arriver si tu veux, mais bon, bah voilà. Et en fait, ce fossé-là, il leur enlève la combativité. Et c'est pas du tout un avantage quand tu te retrouves au milieu des meilleurs du monde. Je pense qu'il vaudrait mieux descendre un petit peu, limiter les choses sur des championnats nationaux, et faire en sorte que le talent parle plus que la mécanique. Ouais, clairement. Et puis, quand on passe au niveau supérieur, on augmente les limites, pas de problème. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne dans toutes les catégories. Et c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Mais c'est plus bankable, comme on dit, de dire, venez voir le championnat de France et il y a des voitures de 1200 chevaux. Et voilà. Mais et là aujourd'hui, on est dans une logique où c'est business avant tout. Et c'est pas mes mots. Ça, c'est les mots d'un des juges. Je dirais pas lequel, mais c'est les mots d'un des juges qui me l'a dit en face et qui était dépité de le dire. C'est, en même temps, c'est assez logique aussi que ça se passe comme ça parce que c'est lié à la FFSA, mais c'est une entreprise, c'est une société et qui a pour objectif de faire des ronds. Donc en fait, affilié à la FFSA, tu te dirais, à terme associatif, une organisation sportive, quelque chose comme ça. Voilà. Mais là, à partir du moment où c'est une organisation privée,
Mais ça peut que dériver, parce qu'au bout d'un moment, les mecs, il faut qu'ils soient rentables, il faut qu'ils bouffent, et tu vas pas leur en vouloir de vouloir augmenter leur chiffre d'affaires chaque année. Malheureusement, ça peut pas se passer différemment. Tu es à la tête d'une entreprise, ça c'est un fait. Tu as envie que ça avance. Ça c'est un fait. Mais il y a des choses qui sont vachement plus dérangeantes que ça en fait. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, parce que c'est attaquable. Mais voilà, je vous laisserai vérifier, je vous laisserai aller voir. C'est une association, hein, la FFSA, donc on peut tout savoir. Oui. C'est une association de loi 1901, et voilà, ils sont tenus de mettre les choses publiques. Je vous laisserai vérifier qui gère la partie drift à la FFSA. Il y avait une commission drift jusqu'à il y a quelques années qui a été dissoute par son président. Et voilà, je vous laisserai voir qui est le référent drift, qui est la commission drift FFSA. Le fait est que dans l'éventuel cas où il est aussi impliqué dans l'entreprise qui gère le championnat, et ça peut pas faire des bonnes choses. Ça peut pas marcher. On appelle ça être jugé parti, si tu veux. Donc, ouais, c'est compliqué. Si tu veux, le problème qu'il y a, c'est que c'est des choses qui ont évolué dans ce sens-là, qu'on a vu évoluer dans ce sens-là, que beaucoup ont toléré parce que, sur le moment, ça les mettait peut-être dans une bonne position, et ça devient de plus en plus difficile à rattraper. C'est-à-dire, on peut pas continuer d'accepter ça, parce que c'est déjà pas normal, en fait, c'est au contraire à tous les principes sportifs qui sont prônés par toutes les fédérations sportives, dont la FFSA. Et ça peut pas amener à des bonnes choses. Ça peut pas amener à de la positivité dans l'évolution d'une discipline, en fait. Que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, si tu veux. Quand il se passe quelque chose sportivement, et que la personne qui contacte quelqu'un à la FFSA est la même personne qui envoie et qui reçoit le mail, si tu veux, on a des problèmes, quoi. Oui, on est emmerdé. Voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça, et qui font que plus ça va, et plus je me dis qu'en fait extérieurement on voit que les choses évoluent beaucoup, et que moi, de mon point de vue, j'ai bien peur qu'en fait on soit sur le bouquet final, si tu veux. Ouais. Et ça me fait chier. Ouais. Ça me fait chier, mais en fait, bon voilà, quand tu discutes un peu avec les pilotes, et alors que ce soit par exemple des pilotes qui sont là depuis très longtemps, ou des mecs qui viennent d'arriver, souvent c'est les mêmes choses qui ressortent. Bon, moi j'ai voulu ouvrir une brèche pour permettre aux autres de s'exprimer, mais encore une fois, le système est fait pour que si tu parles, tu sautes, donc c'est très difficile, et je le comprends, si tu veux. Moi j'en veux à personne de rien dire, mais voilà, la construction du truc actuel fait que, sportivement parlant, l'évolution, elle est très difficilement bonne là. J'ai du mal à cerner comment c'est possible. Ok. 2024. 2024, les amis, il s'est passé des choses aussi. Pour le coup, tu rempiles pour une saison au championnat avec une voiture, je pense que tu sais, pas compétitive pour aller aux avant-postes. Tu vas pas avec le meilleur des moods. Oh si. Mais tu vas quand même. Ah si. Si, t'as un bon mood. Si, ouais. En fait, bon déjà, faut savoir que je m'inscris à 23h59 le dernier jour. Ah ok. Et j'oublie que je le fais. C'est pas une connerie, hein. C'est-à-dire que, tu sais que j'ai des potes qui m'en ont voulu de pas leur avoir dit que je m'étais inscrit. Mais je suis en tournage, j'ai oublié que c'était le dernier jour, et je me dis, ouah, tu sais quoi, ça serait con d'avoir des regrets, je vais quand même m'inscrire au cas où. En me disant, bon, après je verrai si je peux y aller ou pas, mais si je peux pas y aller, je laisserai ma place, et puis voilà. Mais voilà, je m'inscris. Mais il est vraiment 23h59 pour le dernier jour. Et t'es chaud. T'as envie d'en découdre. Ouais, j'ai envie d'y retourner dans un mood de... En fait, j'ai pas envie de partir là-dessus. J'ai pas envie de partir sur 2022, même si, bon voilà, l'année 2023, elle a été super. J'ai rencontré plein de monde, j'ai fait plein de trucs différents, j'ai fait du cinéma, j'ai fait de la course, j'ai fait de l'endurance, vraiment, ça m'a guéri un petit peu de 2022. J'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris. Je suis dans un mood très différent, et je me dis quand même, j'aimerais bien clôturer ce chapitre-là de la meilleure des façons. Et la meilleure des façons, pour moi, c'était pas de gagner du tout. La meilleure des façons, c'était de dire, on rempile, on va se faire une saison pour le kiff. Voilà, pour le fun. Alors évidemment, quand tu fais une compétition, tu vas pas pour perdre. Mais l'objectif n'était pas du tout de gagner ni des courses, ni le championnat. En tout cas, bon, si ça arrive, c'est bien, si tu veux. Mais le championnat, on savait que c'était pas possible. Gagner une manche, un petit circuit, bonnes circonstances, dans un bon jour, ouais, si, c'est jouable, si tu veux. Mais voilà. Et il se trouve que, le championnat
m'appelle, me dit, ah, c'est trop cool si tu viens et tout, voilà. Ils font le geste en plus de m'offrir l'engagement, donc super sympa, trop bien. Et puis, voilà, 2-3 sponsors, des sponsors historiques qui rempilent, Drift Shop, Kenol, tous ces gens-là qui sont là depuis un petit peu longtemps. Moi, c'est un truc auquel je tiens beaucoup, ça d'ailleurs. Et puis, Feu. Et le problème, c'est qu'en fait, le moment où on dit, OK, Feu, on y va, on est quelques semaines avant. Et en fait, t'as la coque de la Supra, le tas de métal avec un arceau dedans. Mais il n'y a plus rien dessus, il n'y a pas de porte, il n'y a rien du tout. D'un côté, un tas de pièces, mais un vrai tas. Ça, vraiment, des pièces empilées. Il y a de tout, des trains arrière, des trains avant, des roues. Tout est vraiment un tas. De l'autre côté, et dans la pièce moteur, un bloc tout nu et un tas de pièces à mettre dans le moteur. Et là, en fait, je me suis dit, putain, c'est trop bien. On va en chier. Ça va être dur. Je sais ce qui va se passer. C'est-à-dire que soit ça se déroule pas comme il faut, et c'est qu'il faut pas y aller. Soit il se passe un truc qui s'est toujours passé dans l'histoire de Switch Riders, en fait. Et il s'est passé ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis désolé, je vais rentrer un peu dans le détail, mais ça compte, en fait. C'est des périodes. Alors moi, je suis toujours là, je suis là depuis le début. Parce que j'ai 36 ans, mais j'en ai 15. Non mais c'est vrai, la plupart des autres, ils ont acheté une maison, fait des gosses, eu une carrière professionnelle à côté. Et moi, moi je suis toujours là. Et j'en suis très content, hein, attention, je m'en plains pas. Mais c'est des cycles, c'est les débuts de cycle, tu vois, la construction de la Supra, la première année avec la Supra, la collaboration avec Banet, où j'ai emmené mes potes avec qui on a construit la Supra, hein, et puis l'essoufflement de cet élan, peu importe les circonstances, puis la fin d'un cycle, si tu veux. Et c'est des cycles. Et c'est depuis le début, ça a toujours été des cycles comme ça. Et je pense que c'est pareil pour à peu près tout, les groupes d'amis, les marques, les équipes sportives, c'est toujours comme ça. Et les débuts de cycle se sont toujours passés de la même manière. C'est-à-dire que j'ai eu une idée à la con, je me suis lancé dedans et on m'a dit, t'es vraiment con. Et on m'a quand même suivi. Et ça a créé des... Je me suis positionné dessus. Et à chaque fois, ça a créé une nouvelle cohésion, un nouveau groupe, avec des fois des gens qui étaient déjà là et d'autres nouveaux, si tu veux. Et c'est exactement ce qui s'est passé là, en fait. C'est-à-dire que là, à ce moment-là où je dis, ok, faut y aller, en fait. Je suis dans le garage, je suis avec Julien, avec Biscotte, qui est arrivé l'année dernière en tant que stagiaire, donc tu vois, rien à voir. Je suis avec JC que j'ai rencontré en emménageant là où j'habite et qui est quelqu'un de très spécial et d'un peu, un peu perché, qui est vraiment à part, si tu veux, et qui est une personne fabuleuse que j'adore, qui est un génie en plus. Et les deux me regardent et ils me disent, bah ouais, ok. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais ils vont juste m'insulter, quoi. Tu vois, on a quelques semaines pour faire... C'est impossible. Juste, ouais. C'est impossible. Et là, les mots de JC et Julien, et puis qui sortent en même temps, c'est puisque c'est impossible, on va le faire. Et moi, ça, c'est le genre de phrase. C'est con, hein, mais on est de la même génération. C'est le genre de phrase qu'on mettait en statut MSN. C'est vrai, c'est carrément vrai. Et ça me parle, en fait. Mais oui, c'est ça, exactement. Et ça me parle, en fait. Ça me parle toujours autant parce que, voilà, quand j'entends ça, j'entends Linkin Park, j'ai envie d'aller faire du skate, et puis voilà. et puis ça part de là. T'as Mathieu d'Anubis qui nous rejoint. T'as spontanément, en fait. Cette dynamique, ouais. Ouais, spontanément, cette équipe qui se crée avec le noyau dur, les gens qui passent de temps en temps. Mais comme à chaque fois, quoi. Et quand ça se passe comme ça, l'ambiance est toujours la même. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est le nom Switch qui peut influer sur l'ambiance. Peut-être des fois, les gens, ils ressemblent à leur prénom, on se dit peut-être. Et il se passe cette dinguerie-là. On en chie, et on est beaucoup à être venus. Il y en a qui sont venus, Romain a pris une semaine de congé, et il est venu faire de la carrosserie, que j'ai bousillé à la première sortie. Ma pote Amaya qui est venue, qui n'a jamais fait de mécanique et qui a passé une semaine à bricoler. Et à côté de ça, les gars, Biscotte, qui ont tapé dedans, mais jour et nuit. À la fin, on était vraiment dans une sieste de 2 heures, toutes les 6 heures. On est 3, donc il y a toujours une équipe de 2, parce que comme on est fatigué, il faut toujours surveiller ce que l'autre fait, etc. Mais vraiment, tu vois, on a mis en place un vrai truc. Et de temps en temps, il y a des gens qui venaient se rajouter ou qui nous filaient un coup de main. Jusqu'à la dernière minute. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on
on a mis les stickers sur le circuit, quoi. Et ça l'a fait. Et le premier week-end était exactement comme je l'imaginais. C'est-à-dire un gros délire. La fatigue, mais la satisfaction de voir la tête. Parce que ça a engendré plein de choses aussi. La satisfaction de voir la tête de pas mal de gens qui avaient parié qu'on ne serait pas là. Et ça a engendré d'autres choses un petit peu plus moins cool, si tu veux. Il y en a qui ont parié qu'on ne serait pas là et qui étaient les dernières personnes qu'on pensait dire ça, si tu veux. Il y en a même de l'équipe de l'époque qui ont pas cru en nous, quoi. Tu vois. Ouais. Et bon, ça a fait que finalement, ça a un petit peu redéfini les bases. Si tu veux, personne n'a jamais été viré, par exemple, de Switch Riders. C'est jamais arrivé. Ok. Mais naturellement, les chemins se séparent. Bon, c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans ce cas-là. Et puis, si tu veux, ça a mis en lumière un truc qui était déjà là, peut-être depuis quelques temps. Et c'est pas grave, en fait. C'est un début d'un nouveau cycle, en fait, c'est tout. Et c'était kiffant, ce week-end. La voiture, on a eu des petites galères, si tu veux, mais elle a fini par rouler. On est passé à 30 secondes de pouvoir faire les qualifs, mais on n'a pas pu parce que on s'est présenté trop tard, de moins de 30 secondes. Mais même voilà, on s'en foutait, quoi. Si tu veux, la voiture, on est arrivé, la voiture a roulé, j'ai fait des battles avec l'anglais, la SAS 15, trop cool, et les gens étaient contents, et nous aussi. Et puis, franchement, le samedi, quand on a appris que on pouvait pas faire les qualifs et qu'on roulerait pas le dimanche, j'ai dit, les gars, à partir de maintenant, carte blanche, profitons du week-end, quoi. Ouais. Et puis on a profité du week-end, je peux te dire. Ouais, c'est bien. Et voilà, ça a créé ça. Et en fait, c'était l'optique. C'était le mood de cette année. Et chaque manche, on s'y est présenté comme ça. Et on l'a abordé comme ça. Même si la dernière à laquelle on a participé a tourné différemment. Ça fait du bruit. L'objectif, c'était de relancer aussi YouTube. Comment on pourrait dire aussi le corollaire. Tu voulais pas repartir dans le championnat sans créer du contenu. Oui, parce qu'en fait, relancer YouTube, créer du contenu, publier des vidéos, c'était partager ça. Ouais. En fait. Donc évidemment que je voulais le faire. Ouais. J'ai toujours tout fait tout seul, à part en 2022. Mais sinon, j'ai toujours tout fait tout seul. Les montages, les réseaux, les mails, les sponsors, les machins, j'ai toujours tout fait tout seul. Et là, on a commencé l'année par se mettre un grand coup de fatigue. Hein. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. Dès qu'il y aura une pause un peu longue entre deux manches, je vais commencer à attaquer les vidéos. Et bon, après, il s'est trouvé qu'il s'est passé des dingueries entre et que je suis toujours en train de peser le pour et le contre de les sortir. Je pense qu'elles vont sortir parce que elles vont sortir, mais dans toute leur positivité, voilà. Ouais, pour rester sur une bonne image. Pour en fait faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire clôturer les choses de la façon dont j'avais envie de les clôturer. Parce que là, pour moi, c'est pas clôturé. Y a une vidéo qui est sortie en rapport au championnat, mais qui était ni l'ouverture ni la clôture de quoi que ce soit, qui était un constat que j'ai fait, je voulais pas partir en claquant la porte et en disant démerdez-vous, en fait. Ouais. Je me suis un peu exposé, je me suis un petit peu, pas saboté, mais voilà, je me suis un peu mis en danger, on va dire, en faisant ça, que j'avais aucun intérêt à le faire. Mais ça me paraissait juste et important de le faire, en fait, pour la suite. Ouais. Bon. Dernière manche, en tout cas, que tu as concouru, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Ouais, ça se dit. Manche incroyable. Moi, je regardais le live, c'était fou. Tu exploses un pneu, tu prends feu, tu finis ton drift avec la bagnole en flammes, comme dans les films. Tu as cru que tu étais sur une cascade, c'était un délire. Tu te sors là-dedans au dernier moment. Enfin, c'était vraiment du délire, quoi. C'était assez fou. Et se passe tout un tas de choses qui fait que tu peux pas reprendre, je crois, ou tu es disqualifié. L'histoire, c'est quoi déjà? Reprécise-nous un peu le déclencheur de ta vidéo polémique dénonciation qui fait que aujourd'hui, entre toi et le championnat de France de drift, c'est pas forcément la bonne entente, quoi. Alors, donc, il se passe ce moment où je prends feu. Je vais te le raconter comme je l'ai vécu le jour même. Et on verra en détail après s'il faut. Mais, donc, moi, voilà, la voiture est éteinte par Alan qui a eu un réflexe mais incroyable.
On m'emmène à l'infirmerie parce que, bon, bah voilà, j'ai bouffé un peu de fumée, mais je me sens pas mal. Hein. Ouais. On m'emmène à l'infirmerie, la voiture est ramenée au paddock. Et bon, bah à l'infirmerie, je reste 10 minutes, tout va bien. Je retourne au paddock, et au paddock, on me dit, bah les gars, il y a un problème, c'est que là, sur le live, ils ont annoncé que tu avais abandonné. Moi, je pensais avoir gagné la battle, donc je comprends pas trop. Donc on me dit, il y a eu one more time. Je dis, bon, ok, puis t'es pas venu pour gagner non plus, mais one more time, ça veut dire que je roule, donc c'est cool, tu vois. Le problème, c'est qu'on a dit sur le live, bah, vu que Jérémy abandonne, ce sera un buy run, donc un run tout seul de l'autre concurrent. Donc pendant que les gars s'affairent sur la voiture pour la mettre en état de rouler, bah, moi je me fais un petit peu le tour du paddock, je vais voir un peu tout le monde du staff pour dire pourquoi je suis disqualifié, je veux rouler, est-ce que je peux rouler, etc. Ça prend un petit moment, au début on me dit non, après on me dit je sais pas. Parce que eux sont partis du principe que ta voiture, elle a pris feu, elle sera dans tous les cas pas réparable. Donc en fait, ils ont anticipé le fait que c'était mort. Je pense, quoi. en tout cas, ils ont annoncé sur le live que j'avais abandonné. Mais un concurrent on peut pas annoncer qu'un concurrent abandonne si le concurrent annonce pas qu'il abandonne, quoi. Non, ça c'est clair, c'est une maladresse. Bon, ils ont tiré des conclusions peut-être un peu hâtives, c'est vrai. Voilà, c'est ça. J'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à avoir une réponse, en fait. On m'a envoyé un petit peu, j'ai joué au ping-pong, si tu veux, on m'a envoyé un peu à gauche, à droite. Au bout d'un moment, j'ai fini par me mettre en live sur Insta et aller demander. Et puis, bon, bah là, ça a avancé un petit peu plus vite, c'est la magie. Ou le hasard, on sait pas, mais voilà. Donc, on me dit, c'est bon, tu peux rouler, mais il faut repasser au contrôle technique. Donc, bon, c'est parti. Donc, on passe au contrôle technique, tout va bien. La voiture roule. Je me présente pour donc, ce One More Time. Et puis, bon, premier virage, je tire le frein à main. Et en fait, c'est une durite qui avait chauffé. Et en fait, la durite éclate. Donc, je perds le frein à main. Et par sécurité, si tu veux, je fais 80% du run avec le pied gauche sur le frein. Donc je suis méga lent, si tu veux. Bah, le run retour, je fais à peu près pareil. Bon, je perds. Ça me choque pas plus que ça. Je m'en fous. J'ai fait mes 2 runs après avec une voiture qui venait de cramer. Donc c'était génial. Ouais. Le Phoenix, quoi. Voilà. Puis bon, bah voilà, je retourne au paddock. Et puis voilà, bon, l'après-midi se déroule. Et en fait, en fin d'après-midi, je discute avec des pilotes. Je suis dans leur voiture. Moi, je fais le tour des paddocks. Je vais voir tout le monde. J'en profite. Tu vois, il y a du temps. Et en fin d'après-midi, on me dit, mais mec, c'est pas normal ce qui s'est passé, quoi. Déjà, à quel moment le pilote, il appelle le juge? Et là, je dis, mais attends, de quoi tu parles? Et donc, je commence à regarder, je vois que les réseaux, mais c'était le bordel absolu. C'était la guerre. Ouais, c'était la guerre. Et moi, j'étais pas au courant, j'ai pas vu ça. J'étais en train d'aller à l'infirmerie quand tout ça s'est passé. Et je me rends compte qu'effectivement, le pilote concurrent appelle le juge pour lui dire, tu comprends, j'ai eu peur des flammes, etc. Le juge dit sur le live... le pilote nous a appelé et nous a dit qu'il a eu peur des flammes, donc c'est 0 pour Jérémy sur ce run-là. Il faut savoir qu'il y a des antécédents à ça, hein, plusieurs fois dans l'année, dont une fois de nuit. Le pilote devant prend feu et il gagne la battle. Très impressionnant de nuit en plus. Hein. Surtout qu'en prenant du recul et en étant juste visionneur, en tout cas, en regardant le live, quand tu driftes, effectivement, on voit des flammes, mais elles sont au niveau des roues. Tu tournes, donc à part te dire que tu es en train de défoncer tes pneus, je pense pas que le drifter qui est derrière, avec l'expérience qu'il a, il se dise non, je risque quelque chose pour ma voiture, pour moi, à le coller et à continuer ma battle. Là, à l'instant T, jusqu'au bout, jusqu'à quasiment le moment où tu passes la ligne, des flammes, tu les vois que sur les pneus, quoi. Ouais, puis t'as plusieurs choses, hein. T'as ça, t'as le fait qu'il explique avoir regrippé au premier virage parce qu'il a vu des flammes, alors que, on avait plusieurs angles de caméra, et dans ma vidéo, j'y vais en détail, hein, je fais des arrêts sur image, etc. Mais voilà, on peut prouver, on voit très bien que déjà, c'est l'autre côté de la voiture, il n'est pas du bon côté, il y a la fumée, et à ce moment-là, il n'y a pas de flamme. Donc, il est déjà en regrippe. Il y a le fait qu'il s'est défendu un petit peu d'avoir appelé le juge parce qu'il voulait prendre de mes nouvelles, sachant qu'il était là en fait à un moment où je sors de la voiture et où tout va bien. Donc il y a plein de choses qui font que voilà, c'était pas normal. Il y avait quelque chose qui allait pas en fait. Plus, alors ça c'est de la spéculation, mais plus le fait qu'on annonce que j'abandonne. Voilà, c'était un empilement de choses qui allait pas, et surtout c'était le feu sur les réseaux, vraiment. Ouais, et moi, quand je vois tout ça, je me dis, putain, mais c'est une dinguerie, quoi. Juste le fait qu'un pilote appelle le juge et que le juge explique sur le live que oui, c'est pour ça qu'il prend cette décision. Là, on est en train de partir dans quelque chose. Sportivement, c'est compliqué. Et donc, alors, c'est ce qu'on nous demande pendant les briefings. Hein. C'est ce qu'on demande depuis très longtemps.
si on a quelque chose à dire, on attend la fin de la compétition sportive, c'est-à-dire que la compétition soit clôturée, fédéralement parlant. Donc, fin des battles, podium, etc., clôture. Et ensuite, on nous demande, c'est pas qu'on nous propose, on nous demande de faire la démarche, d'aller voir les juges et de demander une explication sur ce qui se fait passer. Donc, c'est ce que je fais. Et donc, je suis allé voir l'un des juges qui a d'abord refusé de me parler. Bon, on nous demande d'attendre, donc c'est la moindre des choses, je pense. Hein. Donc, effectivement, alors on m'a accusé d'avoir trop insisté, parce que j'ai dit, si, là, il faut qu'on parle. Et après, il a voulu partir loin, donc j'ai dit, non, on va se mettre là, il y a tout le monde autour. Et j'ai bien fait, même si, bon, voilà. Puis, ça s'est pas bien passé, parce que, bon, je lui ai parlé de l'exemple de la battle d'avant, qui s'était passé de nuit, et où ça se voyait à mort. Il m'a dit, je m'en souviens pas. Bon, ouais. Ouais, bon, t'es juge, que je veux dire, si t'en souviens, c'est sûr. Il y avait de la mauvaise foi et machin. Puis moi, je me suis pas énervé du tout. Quand ça a commencé à crier, c'est même moi qui ai dit non, je veux pas. Tu t'es vraiment pas énervé? Non, vraiment, et pourtant ça me ressemble pas. Hein. Ouais. Mais si tu veux, je l'ai senti venir en fait. Ouais. Je l'ai senti venir. En fait, je sentais vraiment, c'est un ressenti personnel. Je veux dire, ça prouve rien, mais j'ai senti qu'il y avait un truc qui clochait du moment où, quand je suis allé voir les gars pour leur dire mais j'abandonne pas et je peux rouler, et où j'ai vu une hésitation et il y avait un truc dans le regard qui était pas cool, qui était pas normal et ils le savaient, c'était pas de leur faute, hein, ça n'a rien à voir avec eux, mais voilà. Et petit à petit que la journée a avancé, vraiment, ça se confirmait. Et là ça a fini qu'on m'a juste répondu de toute façon, t'es jamais content. C'est la première fois depuis 2016 que je vais voir les juges pour avoir une explication. C'est jamais arrivé. Et donc, ça s'est terminé que je me suis fait insulter. Enfin, il m'a dit de me casser parce qu'il allait me massacrer. Il a défoncé la porte à coups de poing, pris un tonneau à coups de pied. Je suis retourné, j'ai dit, mais ça va, parce que c'est quand même à la base quelqu'un que j'apprécie. Hein. Donc, je comprenais pas trop la réaction. Enfin, la réaction traduisait vraiment le fait que, putain, on a fait de la merde. Ouais, et malaise, on va pas pouvoir le reconnaître, quoi. Alors que moi, je venais juste dire, les gars, là, il y a un truc qui va pas, et faites vite quelque chose, dites ce qui s'est passé, parce que les réseaux, c'est le bordel. On peut pas montrer ça et rien dire, c'est pas bon, quoi. Donc voilà, ça s'est forcément mal passé, parce que voilà, il s'en est suivi de longues discussions, des discussions à la demande du championnat qui étaient confidentielles, des emails officiels confidentiels, ce qui est pas possible. Beaucoup de voilà, très peu de transparence, toujours à l'avantage du championnat et de ses officiels. À ce moment-là, j'ai dit c'est bon, stop, en fait. Voilà. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est plus du tout ce que j'aime. Là, ça représentait vraiment tout ce que je déteste, en fait. C'est cette espèce de fossé entre les pilotes. L'injustice, vraiment, moi, c'est un truc que je suis incapable de fermer ma bouche devant l'injustice, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Et pour preuve, et il en parlera peut-être un jour, il y a un pilote 2 ans avant qui se faisait menacer par un autre pilote parce qu'il y avait eu un contact en piste et il voulait qu'il paye, ce qui n'arrive pas sur circuit 1. Faut savoir que le championnat a dit au pilote, écoute, si tu veux pas de problème, c'est mieux de payer. Tu vois, par exemple, c'est des trucs, mais moi, je peux pas, en fait. C'est du sport. Je peux pas accepter ça. J'ai fait d'autres sports, j'ai fait beaucoup de sports différents. J'ai pas forcément été bon toujours, mais si tu veux, le sport, pour moi, il y a des valeurs, en fait. Des valeurs qu'on peut pas du tout passer outre. C'est pas possible. Et là, vraiment, on était dans l'opposé de ce que ça devait être. J'ai dit, bon, c'est mort. Et je me suis dit, écoute, laisse tomber, tant pis, et puis ciao, on va faire autre chose. Mais, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu cette petite lumière de me dire, mais mec, t'as quand même une responsabilité, en fait, finalement. Il y a des mecs qui sont là parce que tu les as poussés à être là. Ouais, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Et une certaine responsabilité, quoi. Ça, et puis, il y a eu aussi l'impression de se dire, en fait, on s'est quand même indirectement et parfois directement un petit peu servi de moi, ce qui me dérangeait pas, en fait, finalement. Ce qui me faisait même plaisir, pas de souci. Et puis, le jour où on se dit, il n'y a plus besoin, on te traite un peu comme une merde et on t'explique qu'on ne te veut pas ici. Ouais. Et le mélange de tout ça a fait que j'ai dit, écoute, non, c'est pas possible, quoi. Je vais claquer la porte, mais avant, je vais dire ce que j'ai à dire et je vais faire les démarches, toutes les démarches pour que les choses avancent. Et clairement, et c'est pas fini, mais j'irai absolument jusqu'au bout. Parce que j'ai tout ce qu'il faut pour déjà. Hein. J'ai des traces écrites de gens qui me disent, écoute, on a fait une erreur et on ne le reconnaîtra pas, et si t'es pas content, c'est pareil. J'ai des témoignages, j'ai tout ce qu'il faut, et ça me saoule parce que tu vois, encore la veille de publier cette vidéo, j'ai appelé Armand Faure,
qui est l'un des deux patrons, avec Jérôme Vassia du championnat, et je lui ai dit, écoute, Armand, ça m'emmerde. Je n'ai pas envie de faire ça. Arrêtez tout. On se fait une visio avec le juge en question, vous, et puis on s'explique. Et puis s'il y en a qui se sentent offensés, ben, ils s'excusent, on s'excuse tous. Et puis on s'explique et on se dit les choses, et puis on avance, quoi. Mais je n'ai pas envie de faire ça. Et non, il m'a dit non. Il m'a dit... Je lui ai dit, par contre, le problème, c'est que voilà, il va falloir publiquement dire qu'on s'est expliqué et que chacun reconnaisse ses erreurs. Moi, je veux bien reconnaître que moi, la seule chose qu'on m'a reproché, hein, c'est d'avoir insisté pour avoir une explication. Pas de problème. Je le reconnais. J'ai été insistant et en plus, j'étais en colère qu'on me refuse ces explications. Donc j'ai dit non, maintenant, tu vas me donner des explications parce que je les mérite, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Oui, j'ai insisté, mais voilà, il faudra aussi reconnaître que vous avez fait une connerie et vous en avez enchaîné quelques-unes. Tu vois, je donne un exemple à la con, mais c'est destructeur pour l'image. Parce que quand tu fais un communiqué et tu dis, bah voilà, on n'est pas content que Jérémy Maïras ait fait cette vidéo. En plus, il a été titré en 2021 par les mêmes juges. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, du coup, il faudrait que je me taise. Enfin, tu vois, c'est peut-être juste maladroit. Mais juste de la transparence et du bon sens, bah, ça éviterait ce genre de choses. Et ça fait des années que je le dis et que malheureusement, ça fait pas partie du business plan, en fait. Tu vois, c'est ça me dérange un peu. Tu t'attends quoi d'eux, là? T'attends que ça se finisse comment, cette affaire-là? Est-ce que toi, tu te projettes avec eux, par exemple, en 2025? Comment tu vois la suite, là? Parce que non, tu 2025, dis, c'est impossible. tu as dit, j'irai au bout, j'ai les arguments pour. Qu'est-ce que tu ambitionnes derrière ce projet de cette vendetta, finalement? C'est pas une vendetta. Une vendetta, ça serait pour les détruire. Mais c'est pas ce que je veux. J'ai pas autant donné. Parce que j'ai donné, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de sponsors actuels du championnat que je leur ai ouvertement donné. Ouais. Je donne deux exemples, hein, Zeknova, Milwaukee. Zeknova, d'ailleurs, qui ont été derrière moi durant toute la démarche. Qui ont pris contact avec le championnat, qui sont positionnés, etc. Et je les en remercie, parce que c'est important d'avoir un soutien comme ça de temps en temps, quand les pilotes sont tenus de se taire. Tu vois. Ouais, clairement. Mais voilà, j'ai pas donné autant, j'ai pas fait autant d'efforts. Je suis fier de voir ce que c'est le championnat sur certains aspects aujourd'hui par rapport à ce que c'était. Et quand on me dit que j'y ai participé, c'est cool, tu vois. Donc j'ai pas du tout envie de le détruire. Donc non, c'est pas du tout une vendetta. Par contre, j'ai envie que les choses changent, j'ai envie que les choses, elles soient... j'ai envie qu'il y ait de la transparence, j'ai envie que le sportif soit à nouveau au centre et pas le business. Et là, la phrase que je viens de te dire, encore une fois, elle n'est pas de ma bouche. Hein. Elle est d'un des cadres du championnat. Quand le sport n'est plus au centre d'une discipline et d'un championnat, on va vers, j'ai envie de te dire, on va vers la catastrophe, c'est la phrase toute faite, mais on va vers quelque chose qui n'attisera plus de passion à terme, qui sera une belle vitrine un certain temps. Et ça ne marchera pas. Donc moi, ce que je voudrais, même ce que j'aimerais beaucoup, c'est que chacun prenne ses responsabilités, que chacun reconnaisse publiquement ses erreurs, qu'on fasse un état des lieux, qu'on réfléchisse pourquoi ça s'est passé comme... Mais tout ça, il faut que ce soit public. Il faut que les gens voient qu'on a cette réflexion-là. Et il faut qu'ils voient que on avance. Une vidéo YouTube... table ronde où tout le monde est autour de la table, tout le monde se dit les choses et tout le monde fait amende honorable avec un plan pour faire changer les choses en 2025 avec plus de communication, plus de clarté, plus de lisibilité sur l'organisation. Toi, c'est quelque chose qui te suffirait? Mais largement. Qu'est-ce que je peux demander d'autre de toute façon? Que quoi? Je pourrais demander... Bah si, oui, je pourrais demander... Non, mais c'est clair, parce que moi, je sais pas, à ta place, j'en sais rien, c'est une organisation, c'est un business, tu peux demander justice, tu peux demander de l'argent, tu peux demander... je sais pas ce que tu peux demander. Je pourrais. C'est pour ça que je pose la question. Je pourrais, parce que c'est pareil, tu vois, il y a eu des choses qui se sont passées. Alors, il y a un pilote qui a commencé à lancer sur les réseaux une rumeur comme quoi j'avais demandé à ce que les juges soient virés. C'est parti totalement en live avec ça. Je me suis fait insulter, il y a eu du harcèlement et c'était de l'incitation et machin. Et le championnat n'a pas réagi à ça. C'est-à-dire que si juste ils avaient dit on ne valide pas ça, ça les couvrait judiciairement. Ils l'ont pas fait. Ouais. Et ça les couvre pas judiciairement. Et après, je me suis renseigné. Moi, que s'il faut y aller, j'y vais si tu veux. Mais c'est pas mon but. Juste en fait, mea culpa. Dans une saison, on s'emballe, ça peut arriver. On a fait une erreur d'appréciation, on a fait une erreur d'impartialité. On n'aurait peut-être pas dû prendre cet appel, on aurait peut-être dû attendre 15 secondes et envoyer un officiel avec un talkie, ce qui peut se passer, c'est dans le règlement, pour parler avec les juges.
Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Le pilote a appelé le juge sur son portable perso. Le juge a mal réagi quand Jérémy est venu le voir. Et on s'en excuse et on va essayer de travailler pour que ça marche différemment. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, l'encadrement du championnat et les dirigeants du championnat m'ont dit effectivement, tu as raison, et on va faire en sorte que les choses changent et on va changer les process pour que ça n'arrive plus. Oui, mais tout ça, ça doit rester confidentiel. Et ça, par contre, j'accepte pas une seconde, en fait. Parce que ça, c'est anti-sportif, c'est injuste, et c'est pas du tout comme ça que ça doit marcher. Ils veulent pas que ça fasse du bruit, ils veulent pas que ça plombe leur business. Après, si tu te mets à leur place, tu peux comprendre. Donc je comprends. Le problème, c'est que quand il est 18h le dimanche, c'est déjà le feu sur les réseaux. Et c'est pour ça que je viens les voir. C'est pour calmer les choses. Ouais, clairement. Après, à partir du moment... Ils ont mal réagi. Ils se sont enterrés dans une problématique. Et une fois que tu es enterré dedans, tu as les intérêts, tu as les égos de chacun et tout le monde se braque. Et la seule chose qui peut permettre une issue positive à tout ça, c'est le temps. Pour moi, il n'y a que ça qui va marcher. Non, parce que tu peux pas attendre que les gens oublient. Non, c'est pas forcément oublié, mais quand il est passé, je sais pas moi, un entre-saison, quand il s'est passé quelques mois, que les gens ont dormi dessus, tu remets le sujet de manière différente sur le tapis et peut-être que là, tu peux avoir des... Effectivement, c'était pas la bonne façon de faire, mais pris dans le truc. Après, tu m'as angoissé, j'étais crevé du week-end, j'en pouvais plus, je prends une avalanche de pression, des MP de partout sur Insta, je suis en PLS, j'ai pété les plombs. Mais voilà, c'est une certitude, bon. Ça. Mais ça peut que marcher, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'on est dans un cadre où on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et attendre le presque début de saison suivante où finalement tout le monde en a plus rien à foutre pour reconnaître ses erreurs parce qu'on a un ego surdimensionné. Tu comprends ? On est dans un cadre où nous aussi, des fois, on est extrêmement stressé, on est extrêmement contrarié, mais on ne va pas insulter les juges et taper sur les portes, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? On ne le fait pas. Et je pense que ça vaut pour tout le monde, en fait. C'est trop facile, en fait. C'est trop facile d'attendre 6 mois plus tard et que une nouvelle saison commence et en fait, de toute façon, que je reconnaisse mon erreur ou pas, tout le monde s'en fout. Tu vois, le dossier est classé. C'est trop facile de faire comme ça. Et c'est surtout contraire à tout principe et toute valeur sportive. Quand je suis allé voir les responsables du championnat après le dimanche soir, là, juste après, moi je l'ai dit, mais explicitement, devant des témoins, je veux rien d'autre que juste, il revient, on se calme, on parle, on s'excuse. Et on se serre la main et on boit une bière. Ça, je l'ai redit 2 jours après, par téléphone, en visio, avec les 2 responsables du championnat. Une semaine après, j'avais un mail comme quoi j'étais exclu de Calmont et pas le juge. Tu vois ? Là, il y a quand même des gens qui n'étaient pas stressés à ce moment-là, qui n'étaient pas peut-être avec ce niveau de fatigue, etc., qui, une semaine après, prennent une décision qui n'est ni juste ni sportive. Tu vois ? Et moi, c'est ça qui me dérange. Limite, c'est même pas la réaction du juge en elle-même. Ce qui me dérange, c'est la façon dont ça a été géré par ces personnes-là, en conscience, et qui m'ont explicitement dit « Ouais, t'as raison, et on va changer des choses parce que, comme t'as raison, il faut plus que ça arrive. » J'ai pas d'animosité envers personne déjà, mais ce qui me dérange le plus, c'est pas les insultes, c'est pas les menaces, c'est pas cette réaction-là, finalement. C'est la suite. C'est-à-dire qu'on m'a dit « T'as raison, on n'a rien à te reprocher sur ta réaction à ce moment-là, parce que je ne me suis pas énervé. Il faut plus que ça arrive, et on va changer des choses, comme ça arrivera plus. » Très bien, pas de problème. Mais par contre, on va te punir publiquement, et tu dois garder nos conversations confidentielles. Et donc, en fait, publiquement, on va te mettre ça sur le dos. Ouais. Et ça, c'est une façon de faire que j'ai connue au championnat de France, que je pensais ne plus connaître, et qui est absolument injuste. J'ai rien à y gagner, si tu veux, au final. Ni à y perdre. Mais c'est pas acceptable, en fait, de faire des choses comme ça. C'est pas acceptable. Et ça traduit une volonté qui, pour moi, sportivement, va pas du tout dans le bon sens. Mais pas du tout dans le bon sens. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur du full business et du full, on gère notre image. Alors, juste un truc, tu vois, je vais finir, c'est que ça me paraît catastrophique comme gestion de l'image et comme gestion de la communication pour un championnat qui a été racheté par une agence de communication spécialisée en automobile, en fait.
Et ce qui m'attriste le plus, c'est que l'un des deux gérants, que je considérais comme un ami, Armand, avec qui on a eu des fois des longues discussions, 2-3 heures, à refaire le monde ensemble et avoir plein de projets, le fait qu'il m'ait expliqué être d'accord avec moi, le fait qu'il m'ait dit je comprends que tu aies cette démarche et que tu sortes cette vidéo, mais on ne reconnaîtra pas notre erreur publiquement. Si tu veux, c'est au-delà de tout ce que je peux imaginer en termes de marcher sur tous les principes du sport, en fait. Ou en tout cas, les miens, mais c'est aussi ceux de la Fédé, hein. Je veux dire, enfin, si on lit un petit peu de littérature fédérale, c'est les valeurs qui sont véhiculées par la fédération. Tu vis ça un peu comme une trahison, quoi. Personnellement, il y a le sport, mais bon, voilà, c'est des gens que tu apprécies quand même. Décevant. C'est décevant. C'est très décevant parce que ouais, c'est ultra décevant. Je veux dire, c'est vraiment pas des gens que je pensais. J'ai eu une discussion avec un des autres juges le samedi soir qui était ultra décevante aussi, où j'ai dit mais je comprends pas. J'ai l'impression que tout ce que vous faites c'est de la politique et du business et que le sport il est plus au milieu, quoi. Et c'était la première déception du week-end. Il m'a dit bah ouais, effectivement, mais de toute façon j'ai plus la main sur ça, donc bah, c'est comme ça. Et bon, bah, la discussion s'arrête là, si tu veux aller où. Il n'y a plus rien à dire. Et l'enchaînement de toutes ces choses-là, manche par manche, des petits trucs. On est arrivé à payer des jetons par carte bleue à Drift Impact SAS, donc la boîte qui organise le championnat. Un jeton, 15 balles pour changer une paire de pneus. Avant, on payait 5 € par roue, c'était encore acceptable. Mais enfin, tous les autres championnats, il y a une machine à pneus, quoi. Mais bon, à la limite. Et en fait, bon, bah, on m'a expliqué qu'on paye 5 € en plus pour le recyclage. Pourquoi pas? C'est bien. Nous, il y a 2-3 ans, les gens nous ont demandé nos vieux pneus pour avoir des souvenirs. Donc on leur donnait. Bah là, maintenant, on n'a plus le droit de le faire. On n'a pas le droit de récupérer nos pneus morts. Et eux les donnent aux gens. Mais ils vont où les 5 balles? Tu vois, c'est que des petits trucs comme ça. Ouais, putain, j'avoue. Où tu dis, putain, le business, le machin. Et puis tu vas parler au mec qui change les pneus. Tu dis, putain, vous devez vous faire plein de thunes. Bah non, on est payé 1500 balles. Quoi? Attends. Tu vois, des petites choses. Des petites choses. Et qui font que, bah voilà. Et puis là, ça a été la cerise sur le gâteau. Et en vrai, ça aurait été moins grave si ça n'avait pas atteint le truc qui fait mal au niveau des valeurs et des principes. Ok. Bon, écoute, on verra la suite. Alors la suite, elle est un peu drôle, je sais pas si tu as suivi, mais c'est un peu marrant, ça me ressemble tellement. Donc, si tu veux, il y avait 2 demandes de procédure. Une de ma part à la Fédé, une, je crois, de la part du championnat à la Fédé. Et de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas dans les convocations, celle qui est en cours en ce moment est à l'initiative de la Fédé. Et donc j'étais convoqué il y a quelques semaines, donc le mercredi d'après les 24 heures de Spa, à Paris, à 9h30 pour cette affaire-là. On était tous convoqués. Hein. Ah ouais? Et donc j'ai dit, bah, en rentrant de Spa, je vais rester 2 jours sur Paris, comme ça, paf, je fais mon truc et ensuite je redescends. Je me suis installé, j'ai pris mon camping-car, tu vois, je me suis installé dans la rue derrière, dans le 16e, en plein Paris. Hein. En me disant, moi je suis sûr de pas être en retard. Jusqu'à 4h du matin, j'ai un dossier qui est comme ça. Ouais. J'ai bossé mon truc, remis les feuilles dans l'ordre et tout, machin. Ouais, bon, en plein Paris, je me suis pas réveillé. Non. Oh merde. Voilà, Oh, j'ai mis 5 réveils. Je pense que j'ai éteint les 5 réveils et que j'ai continué à dormir. Donc, bon, bah voilà, j'ai envoyé un petit mail. J'ai dit, bah désolé, j'ai eu un empêchement. Bon, j'ai dit que je m'étais pas réveillé. De toute façon, j'allais pas inventer une excuse à la con, si tu veux. Je m'en suis voulu de ouf pendant 1 minute 30. Et après, j'ai beaucoup rigolé en me disant, ça me ressemble tellement de ne pas me réveiller parce que j'ai pas dormi, parce que j'étais trop stressé, tu vois. Oh putain, le délire. Mais dans le coup, ouais, t'es même pas arrivé à la bourre, t'y es pas allé. Ah non, je me suis réveillé, il était 11h45, quoi. Oh la vache. Ouais, ouais. Bon, on revenait de ça, on n'avait pas dormi 3 jours, 24 heures de Spa. Et c'était un enchaînement, puis j'avais vraiment très peu dormi, parce que, mine de rien, c'est un truc qui me... C'est une angoisse un peu, c'est un stress, c'est pas agréable. Oui, oui, non mais clairement. Donc, bon... Le bon côté des choses, c'est que bah, je vais avoir un compte-rendu, je vais avoir une décision à laquelle je peux faire appel, et donc je vais savoir ce que tout le monde a dit. Donc je vais pouvoir arriver et bien taper, préparé, quoi. Ouais. Voilà. Mais okay. Bon, c'est vraiment le truc... Ouais, j'avoue, ouais. Bon, c'est comme ça, écoute. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le sort qui s'acharne. Non, mais c'est du Switch, ça. Qu'est-ce que tu fais en 2025? Ah Comment tu vois ton avenir? Comment tu vois les choses, que ça soit... perso, professionnel, sportivement parlant, vers quoi tu te diriges? J'ai beaucoup kiffé en 2023 de faire du circuit. Il y a un truc qui m'a vraiment attiré, ça a été l'endurance. Pour le côté, c'est une aventure humaine, l'endurance. Vraiment. Ouais. Tu as des moments très durs, tu as des moments très cool, que ce soit en termes
du point de vue pilote qui est dans son relais de 2 heures depuis 2 heures et et c'est dur. Et il faut rester très concentré et tout. C'est un truc qu'on ne connaît pas dans le drift, on fait des runs de 30 secondes. Donc il y a ce côté-là, mais même pour les mécanos, tu vois, les mecs, ça fait 2 nuits qui s'arrachent pour que la voiture puisse rouler. J'ai vu des mecs accroupis à 3 heures du matin dans le paddock, dans le froid, en train de pleurer parce qu'ils sont fatigués. Et puis à pleurer de joie le lendemain midi parce que ça s'est bien passé. Tu vois, c'est un ensemble de choses. Donc vraiment, j'ai été saisi par l'ambiance de l'endurance. Très, très amicale en plus, presque fraternelle, vraiment. C'est très, très cool. Et bon, mais c'était dans un coin de ma tête. Et puis c'est vrai que quand le CFD s'est arrêté après Val de Vienne, c'est vrai qu'il y a eu un léger moment de « Putain, mais attends, je fais quoi là? Qu'est-ce que je fais maintenant ?» C'est le danger hein, quand c'est aussi ton métier du coup. Et ça n'a pas duré longtemps parce qu'il s'est trouvé que, on en a parlé plusieurs fois. Mon pote Arnaud, qui a été mon premier mécano de drift en 2016 et que je connais depuis un petit peu plus longtemps aussi, m'a appelé et m'a dit écoute, on a l'opportunité de faire un truc de ouf. Est-ce que tu as envie de faire de la course et particulièrement de l'endurance? Je dis ouais, carrément. Et est-ce que tu as envie que Switch devienne une écurie? Ouais. Et voilà, c'est parti. Et donc en 2025, Switch Riders existe toujours. Hein. On a juste ajouté Switch Racing. Là, je suis dans les bureaux. Notre bâtiment pour l'écurie est en construction juste derrière là-bas. Ok. Et voilà, on va rouler en endurance. Donc pour la première année en Ultimate Cup avec une Nova NP02. Donc c'est un proto équivalent à l'MP3. Ça va très très vite. Ok. Même un peu plus vite que la LMP3 d'ailleurs. On a déjà une Porsche Cayman GT4 718 Club Sport qui est fabuleuse, qu'on a roulé déjà, on a testé à l'aide de nom. Incroyable. Qui va faire du sprint. Et en fait, voilà, Switch Racing devient une écurie de course, donc avec, comme toute écurie de course, en fait, avec des pilotes payants. Hein. Et ça va me permettre aussi d'utiliser un petit peu ce fameux BPG, parce que j'ai passé un petit peu, entre guillemets, pour rien il y a quelques temps. Avec Sylvain de Vulcan, d'ailleurs. Exactement, avec Sylvain de Vulcan. Tiens, tu vois, d'ailleurs, regarde, il est là. Hein. Avec qui on a fait un podcast. Ouais, qui était super d'ailleurs, qui était vraiment trop cool. Et tu vois, il fait partie de ces personnes qui sont passionnées et qui apportent quelque chose à leur passion, quoi. Et que vraiment j'adore. Et donc, je vais pouvoir me faire du coaching aussi. Je vais pouvoir accompagner des gens qui veulent faire de la compétition. On va continuer à faire du drift. Alors, très honnêtement, moi, je vais rouler en Nova, je vais rouler en endurance avec les autres pilotes. J'ai hâte de dévoiler les autres pilotes d'ailleurs, parce que c'est des personnes qui sont chères à mes yeux en plus. Donc, c'est une chance. On a de la chance en plus, on a déjà des pilotes, on remplit presque instantanément et c'est très très cool. Ah, trop bien. Et puis le drift va pas s'arrêter dans le sens où très franchement, je ne pense pas faire de compétition. J'en ai pas vraiment l'envie. Et peut-être 1 ou 2 dans l'année, mais de façon très ponctuelle si tu veux. Okay. On va refaire la Supra, qui va avoir une version, je pense, la plus évoluée de sa vie, assez courte hein, quand même, puisque là elle date de 2019, mais qui devrait être assez cool. Okay. Et elle va faire ce que je veux faire moi depuis le début à la base, c'est-à-dire j'ai envie de faire des belles vidéos, quoi. Bon, on verra si ça fait 5000 vues ou pas, mais concrètement quand on fait une vidéo comme celle que j'avais fait à la montagne avec la Supra, le but c'est pas les vues, quoi. Le but c'est d'avoir une idée, d'être créatif et de faire les images qu'on a envie, et quand on la regarde se dire c'est nous qui avons fait ça avec nos moyens, quoi. C'est ça qui est cool. J'aimerais bien retourner à Londres au festival du film, donc voilà, on va essayer de faire un petit effort quand même. Puis voilà, on a pas mal de projets qui sont encore annexes à ça, qui font partie de Switch Racing, des projets de préparation. Il y a une dinguerie qui arrive en décembre là, mais une dinguerie de chez dinguerie. Vraiment, c'est incroyable qu'on ait l'opportunité de faire ce qu'on va faire. Ah ouais. Ouais, je peux te donner un petit. Putain, mais attends, c'est là le. C'est trop facile si je dis ça. Je creuserai pas. Balance-le. Non, mais c'est trop facile, mais tout le monde va comprendre. Mais allez, je vais dire 60 secondes chrono, tu vois. Okay. Mais en plus vénère. Ça, on a la Chaser dans laquelle qu'on va croiser avec le projet dont je viens de te parler. Donc il y a vraiment des dingueries qui arrivent aussi sur ce côté-là. Et puis le stunt aussi, ça m'a trop manqué en fait. Ouais. Le stunt, à chaque fois que j'ai repris la moto et que j'ai roulé un petit peu, alors évidemment, putain,
j'ai plus le physique, j'ai peur de me faire mal, tu vois. Bon, on voit que les années sont passées aussi, hein. Mais à chaque fois que j'ai repris la moto et que j'ai roulé un peu, je me suis rappelé pourquoi je fais tout ça en fait. Donc je pense qu'il faut lui redonner une place importante. Retour aux On a sources. toujours Florian, un Bugs, qui roule comme un fou, lui. Ça fait depuis qu'on a 14 ans qu'il roule aussi fort et qu'il roule autant. Il est en Inde, là, tu vois, pour faire un spectacle. Ok. Donc voilà. Et surtout, 2025, ça va être l'année où la priorité, en fait, va, en tout cas dans mon approche à moi, elle va être beaucoup plus similaire à cette période, tu sais, 2017, 2018, 2019, où la seule chose qui est vraiment importante, bah, c'est de kiffer et de kiffer avec mes potes, en fait. C'est ce que j'ai voulu un petit peu amener cette année. Ça s'est passé comme ça, parce que l'équipe qu'on a pour l'année prochaine, on l'a construite là, hein. Ouais. Et elle est vaillante et elle est incroyable. Et petit à petit, vous allez connaître les gens et vous allez voir des profils qui sont assez fous quand même. Mais disons que cette année, ça a été compliqué. On a fini le championnat. Je m'étais dit, je vais faire les vidéos à ce moment-là. Et puis il y a ça qui est tombé, mais 4 jours plus tard. Quand j'abuse pas, c'est vraiment 4 jours, quoi. Ouais. Donc le temps de repos et de se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant, il a été très court, et heureusement. Mais c'est vrai que vous l'avez pas vu, donc il n'y a pas eu toutes ces vidéos. Mais voilà, c'est ce qu'on a commencé cette année. Je veux que ça continue pour l'année prochaine. Et je veux que ce soit le sujet principal, que ce soit la passion, faire ce qu'on aime et arriver à continuer à la transmettre aussi, en fait. Je fais beaucoup de trucs avec Mathieu d'Anubis Racing qui fait rouler des Formule Ford. C'est super abordable pour rouler. Et ça serait trop cool qu'on arrive à faire venir des jeunes dans ces disciplines-là. Parce que c'est simple, un week-end de Formule Ford, ça coûte un cinquième d'un week-end de drift, finalement. Ah oui. Tu vois. Donc, je pense que c'est des expériences à faire, c'est des expériences à vivre, quand on aime l'automobile, que ce soit le drift ou pas. Et voilà, on va essayer de transmettre de la passion, on va essayer de se marrer, surtout, on va beaucoup se marrer, parce que là, l'équipe, c'est que des barjots. Et puis voilà, mais c'est un peu un rêve, hein, quand même, de se dire, Switch est devenu une écurie de course. C'est n'importe quoi, en vrai. C'est incroyable. Débile. Ouais, c'est débile. incroyable. Donc Non, non, c'est bien. Voilà. Bon. 2025, c'est ça. Et il y a un petit objectif qui se dessine un peu au-delà dans plusieurs années, qui est corrélé à l'endurance. C'est un gros défi, puis ça se fait pas. Ok, l'objectif? C'est relié à l'endurance et on parle sur un truc de plusieurs années. C'est pas très loin en plus, donc tu vois. J'aimerais bien, hein. Moi j'aimerais bien. Mon objectif absolu serait de rouler sur les 24 heures du Mans, clairement. Ah ouais. Je suis pas le seul, je le partage, donc on verra. Mais dans tous les cas, tu vois, si ça se fait pas, c'est un goal, quoi. Ouais, bah c'est bien, c'est bien. C'est très bien d'avoir des objectifs, clairement. Vous êtes en train de créer une structure. Après, c'est une histoire d'engagement, quoi. Une histoire de volonté. C'est une histoire, ouais, voilà. Bon, après, les circonstances y font. Tu vois, je l'ai vu pour le drift, je l'ai vu pour la moto, je l'ai vu pour tout à chaque fois. Ouais. Des fois, ça se goupille, des fois, ça se goupille pas. Mais c'est de pas tenter qui est regrettable. On te souhaite en tout cas le meilleur et le maximum de réussite dans ces projets futurs. Merci. C'est très bien, d'ailleurs. C'est même des fois le sort s'acharne et des fois tu te dis bon en fait non, c'était le dessein du bon Dieu. Ça devait se passer comme ça parce que tu vois, regarde, c'est la fin d'un cycle. Quelques jours plus tard, alors que c'est censé être négatif, boum, il te tombe un truc de malade, ça te met dans une nouvelle dynamique, un nouveau cycle. Et ça, c'est génial, quoi. C'est génial. Mais c'est sûr même. C'est même sûr parce que je pense que si ça s'était pas passé comme ça, peut-être qu'on aurait attendu la fin de la saison pour m'en parler. Et peut-être qu'entre-temps, les choses auraient changé, tu vois. Les idées auraient changé et ça serait peut-être juste pas arrivé, quoi. Ouais, c'est incroyable. Donc, non, écoute, c'est comme ça que ça s'est passé et je suis bien content. Ouais. Bon, je vais suivre ça avec attention. On arrive à la fin du podcast. Moi, j'ai une question subsidiaire. J'ai une question bonus. Elle va être simple. Où est Jorian? Tu sais, je le sais depuis le tout début que je vais y avoir droit à celle-là. Où est Jorian? Le monde veut savoir. Le monde veut savoir. T'as pas suivi? T'as pas une petite idée? Moi, je sais plus ou moins parce que, pour rien te cacher, j'étais, avant qu'on soit en relation, en train de monter une vidéo dans le cadre de mes talks pour... le titre, c'est ça, hein, Où est Jorian, hein. Donc, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai avancé pas mal sur le sujet, mais voilà, maintenant, on est là. Je pense que tu peux nous donner 2-3 petites pistes et puis surtout nous dire la vérité et pas que des conneries, quoi.
Alors, je veux pas trop en dire aussi parce que je pense qu'il y a un moment aussi dans la vie où quand tu as été très exposé, moi je l'ai vécu et je le vis dans une moindre mesure encore que Jorian, mais des fois ça peut être pesant. Ouais, Des clairement. fois ça peut être stressant. Des fois tu as l'impression que tu sais, t'as une pression où tu as l'impression que tu donnes pas assez ou que tu fais pas bien et tout. Et c'est pas, bah, des fois c'est pas toujours facile. Je pense que Jorian après aussi, enfin, il a plié le game, il a tué le boss de fin aussi du stunt, hein. Oui, enfin, Jorian, Euh, il a plié le game. C'est clair que c'est le GOAT absolu. Absolu. Mais Jorian, le problème, c'est qu'il était en plein projet. Il avait construit son atelier, il était en pleine dynamique, et d'un coup, ça s'est arrêté. On le sait qu'il avait des problèmes de santé et tout ça, mais du jour au lendemain, d'une vidéo à l'autre, plus de nouvelles, alors qu'il était sur une lancée, il avait des choses à proposer, il était dans une dynamique. C'est pas une chaîne qui était en train de crever, c'est pas un mec qui était au bout du caisson, qui était affecté par ses problèmes de santé, on l'avait vu, mais ça roulait, quoi, tu vois. Et c'est là où c'est encore pire, parce que tu dis, quoi, il est mort? Qu'est-ce qu'il a? Il a eu un gros problème, il est en prison. Tu vois, ça laisse la porte ouverte à tout, et il n'a plus jamais communiqué dessus. C'est ça qui est le plus frustrant, en fait. Bah, tu vois, justement, je me demande si. Alors, ça, c'est une supposition. Mais je me demande si, par exemple, on est à cette période-là, et puis bon, on lui propose un truc, on lui propose un tournage, par exemple, où il fait des cascades, et puis ça dure peut-être 1 mois et demi, 2 mois, ça peut arriver. Et puis plus les semaines passent, et plus il se dit, je sais pas comment je vais l'expliquer. Et plus le temps passe, et plus les gens sont pressants, en fait, parce que c'est normal. Et plus tu as l'impression de voir quelque chose, tu vois. Et plus tu as l'impression qu'on attend quelque chose de toi et que tu leur dois. Je dis pas que c'est le cas, hein, attention. Hmm. Je dis que c'est comme ça que ça peut être perçu personnellement quand tu es dans cette situation. Moi, ça m'arrive plein de fois de me dire, écoute, bon, la semaine prochaine, il faut vraiment que j'explique ça. Et Hmm. puis, bah, une semaine passe et j'ai toujours pas trouvé la façon de le dire ou je suis pas certain. Et plus ça va, plus c'est une certaine pression. Et en fait, c'est comme ça que pendant 1 an, j'ai pas posté de vidéo finalement. Tu vois. Hmm. Euh, À la Woody Peut-être que Fool, c'est. quoi. Tu connais Woody Je Fool? sais, ouais, je vois qui c'est, mais j'ai pas suivi. Ok. Ouais, Mais même. je pense que c'est commun et je pense que c'est à peu près arrivé à presque tous, à mon avis. Hmm. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, mais ce que je sais, c'est que moi, je le vois, on se croise assez régulièrement. Bon, voilà, il fait ses trucs, des cascades, quoi. Et il est super heureux. Il va bien? Il va bien. Il va super bien. Je pense que le côté communauté et tout ça, et de partager sa passion, je pense que c'est potentiellement quelque chose qui lui manque. Mais je pense qu'il a aussi trouvé peut-être la sérénité de faire sa vie un petit peu dans son coin. Mais non, non, il va bien, il va bien. Il va très bien, même. Il va revenir? Je peux pas te dire oui, je peux pas te dire non. On a souvent été très, très similaires sur beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je comprends, mais absolument, qu'il ait disparu un peu comme ça du jour au lendemain. Par contre, bah, c'est un créatif. Euh, Après, la vie, elle te change aussi, hein. Oui. Tu sais, quand tu vieillis, bon, bah, tu as des responsabilités peut-être en plus, etc. etc. Donc voilà, mais que moi, j'ai peut-être pas encore aussi, tu vois, je reste un gosse. Mais je pense que voilà, c'est un créatif, donc on n'est pas à l'abri. En fait, c'est ça le truc. Ouais. Je sais pas. On n'est pas à l'abri qu'un jour ça lui pète et qu'il se dise putain, j'ai envie de faire des vidéos. Ouais. Parce qu'il est bon. En plus, c'est ça le pire, c'est que le mec, il peut disparaître 4 ans, il revient et il cartonne tout le monde. Et Et c'est c'est. ce qui arrivera. C'est le jour où la notif, elle va popper sur YouTube. Ah, ben Mais clairement. on va en parler sur TF1, quoi. Mais Ça va clairement, être un délire. c'est sûr. Mais est-ce que ça arrivera? Je sais pas. Parce que, très honnêtement, quand t'es passé par ça, quand t'es passé par. Tu vois, le stun, vraiment, il a explosé d'un coup et il a plié le game du stud dans tous les sens. Il a fait des origamis avec et puis hop, tac, il a rangé. Tu vois, y avait rien de plus à faire. Il a fait le tour. Et puis il y a YouTube. Et très honnêtement, à cette époque-là, je crois qu'il a mis tout le monde d'accord aussi. Hmm. Que ce soit dans le message transmis, que ce soit dans la technique, dans l'image. Il a fait ce qu'il fallait au bon moment, il a fait des vlogs au bon moment, il les a réalisés de façon mais parfaite. C'était beau à regarder, et pourtant c'était des vlogs.
Tu vois, il a fait ce qu'il fallait au bon moment. Ça a cartonné. Il a replié le game. Et puis, voilà. Et puis, il a fait autre chose qui lui plaît aussi. Et peut-être qu'en fait, je pense que le côté privé, le côté serein, en étant passé par tout ça et ce côté très public, tu vois, cet aspect très personnalité publique, je pense qu'il y trouve une certaine saveur. Donc, je suis pas certain qu'il fasse un grand retour un jour. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri parce que ça reste un créatif. Tu vois ? Ok. Bon. Voilà. Très bien. Merci pour tes réponses. Bon, Jérémy, merci Avec pour plaisir. tout. Là, on en est à peu près à 18 heures de podcast. Je suis étonné de ne pas avoir de caméra qui ont pris feu autour de moi, que le spot soit toujours allumé. J'ai absolument explosé mon organisation aussi pour la suite de la journée, mais c'était Vraiment c'est pas grave, c'était ultra intéressant. J'ai vraiment kiffé ce podcast. Ouais, Clairement, tu as dit tout ce que tu avais à dire et il n'y a pas eu de langue de bois. Donc pour ça, je te remercie. Il me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur pour la suite. Si on veut te retrouver, vu le nombre d'abonnés que tu as sur les différents réseaux sociaux, je les mettrai en commentaire, mais je pense que tout le monde sait où te trouver. Sur Instagram pour la partie plutôt privée, sur YouTube pour suivre tes aventures en vidéo. Naturellement, ce podcast est visible sur YouTube. Vous pouvez retrouver et vous pourrez retrouver ce podcast en version audio seul sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Apple Podcast, Deezer, Android Podcast et toutes les autres. N'hésitez pas naturellement à liker nos différents réseaux sociaux, à commenter également le podcast, les moments que vous avez préférés et nous apporter de la force en général. Et il ne me reste plus qu'à te dire au revoir Jérémy. Eh ben, au revoir, merci beaucoup. Et écoute, à bientôt, t'es le bienvenu quand tu veux. Et puis surtout, ne pas oublier la boîte à merde. On restera là-dessus. À la prochaine. Ciao. Merci beaucoup, salut.